Chapitre 1. Le sorcier et la marmite sauteuse. Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et générosité pour le plus grand profit de ses voisins. Plutôt que de révéler la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions, charmes et antidotes jaillissaient telles quelles de son petit chaudron qu'il appelait sa marmite de chance. À des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis, et le sorcier était ravi d'y porter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Ce sorcier bien-aimé vécut jusqu'à un fort bel âge, puis il mourut, laissant tout ce qu'il possédait à son fils unique. Ce fils était dans une disposition d'esprit bien différente de celle de son aimable père. Ceux qui ne pouvaient pratiquer la magie étaient à ses yeux des bons à rien, et il avait souvent reproché à son père cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. Lorsque son père mourut, le fils trouva, caché à l'intérieur de la vieille marmite, un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Il l'ouvrit, espérant y découvrir de l'or, mais il ne contenait qu'une pantoufle, douce et épaisse, beaucoup trop petite pour qu'il puisse la porter. Il n'y avait même pas la paire. Glissé dans la pantoufle, un fragment de parchemin portait ces mots. « Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. » Le fils maudit la sénilité qui avait ramolli l'esprit de son père et jeta la pantoufle dans le chaudron où il l'avait trouvée, décidant que désormais la marmite lui servirait de boîte à ordures. Cette nuit-là, une paysanne vint frapper à la porte. « Ma petite fille souffre d'une éruption de verrue, » lui dit-elle. « Votre père préparait un cataplasme spécial dans cette vieille marmite. »« Allez-vous-en » s'écria le fils. « Qu'ai-je donc à faire des verrues de votre marmaille ?» Il claqua la porte au nez de la vieille femme. Aussitôt, des cliquettements et des martèlements sonores retentirent dans la cuisine. Le sorcier alluma sa baguette magique et ouvrit la porte. Là, à son grand étonnement, il vit la vieille marmite de son père, un pied de cuivre unique lui avait poussé, et elle sautait sur place au milieu de la pièce, faisant un bruit terrifiant sur les dalles qui recouvraient le sol. Abasourdi, le sorcier s'approcha mais battit précipitamment en retraite lorsqu'il constata que toute la surface de la marmite était couverte de verrues. « Répugnant objet !» s'exclama-t-il. Il essaya d'abord de lui lancer un sortilège de disparition, puis de la nettoyer par magie et enfin de la forcer à sortir de la maison. Mais aucun de ces sorts ne donna le résultat et il fut incapable d'empêcher la marmite de sauter derrière lui quand il quitta la cuisine, puis de le suivre jusqu'à son lit, montant chaque marche de l'escalier de bois dans un cliquettement et un martèlement assourdissants. Le sorcier ne put dormir de la nuit à cause du fracas que produisait à côté de son lit la vieille marmite couverte de verrues. Au matin, elle s'obstina à sauter derrière lui jusqu'à la table où il alla prendre son petit déjeuner. Clang, 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 faisait la marmite au pied de cuivre, et le sorcier n'avait même pas eu le temps d'entamer son porridge qu'on frappa de nouveau à la porte. Un vieil homme se tenait sur le seuil. « C'est au sujet de mon vieil âne, monsieur, » expliqua-t-il. « Il est perdu et où on me l'a volé. Sans lui, je ne peux aller vendre mes marchandises et ma famille aura faim ce soir. »« Moi, c'est maintenant que j'ai faim, » rugit le sorcier, et il claqua la porte au nez du vieil homme. Clang, 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 fit le pied de cuivre de la marmite en sautant sur le sol, mais à présent, des braiements se mêlaient à son vacarme et des gémissements affamés aux accents humains s'élevaient des profondeurs du chaudron. « Oh, tiens-toi tranquille, silence !» hurla le sorcier d'une voix aiguë. Aucun de ses pouvoirs magiques, cependant, ne put faire taire la marmite, couverte de verrues, et elle continua de sauter toute la journée, derrière lui, braillant comme un âne gémissant, cliquetant avec du bruit, partout où il allait, et quoi qu'il fît. Ce soir-là, on frappa une troisième fois à la porte. Sur le seuil se tenait une jeune femme qui sanglotait à fendre l'âme. « Mon bébé est gravement malade, » se lamenta-t-elle. « S'il vous plaît, aidez-nous. Mon père m'avait dit de venir le voir si j'avais des ennuis. Votre père m'avait dit de venir de le voir si j'avais des ennuis. » Mais le sorcier lui claqua la porte au nez. À présent, l'obsédante marmite s'était remplie jusqu'au bord d'eau salée et versait des larmes un peu partout en continuant de sauter, de braire, de gémir et de se couvrir d'autres verrues. Bien que, pendant le reste de la semaine, aucun autre villageois ne fût venu demander de l'aide au sorcier, la marmite continuait de le tenir informé de leurs nombreux maux. Au fil des jours, elle ne se contenta plus de braire, de gémir, de répondre des larmes, de sauter ou de se couvrir de verrues.
Elle s'étouffait à présent, était saisie de haut le cœur, pleurait comme un bébé, geignait comme un chien, déversait du fromage rance, du lait caillé, et un flot dévastateur de limaces affamées. Le sorcier ne pouvait plus ni dormir, ni manger, avec cette marmite à côté de lui. Mais elle refusait de le quitter, et il ne pouvait la faire taire ou la forcer à l'immobilité. Enfin, le sorcier ne put en supporter davantage. Venez m'apporter tous vos problèmes, tous vos ennuis, tous vos malheurs, s'écria-t-il en s'enfuyant dans la nuit, la marmite sautant derrière lui, sur la route qui venait au village. Venez, je vais vous guérir, vous remettre sur pied, vous réconforter avec la marmite de mon père, j'apaiserai tous vos maux. La redoutable marmite bondissant toujours derrière lui, il courut le long de la grande rue, lançant des sortilèges en tous sens. À l'intérieur d'une des maisons, les verrues de la petite fille disparurent pendant son sommeil. Grâce à un sortilège d'attraction, l'âne perdu fut ramené d'un lointain bosquet d'églantiers et remis en douceur dans son écurie. Le bébé malade fut inondé de dictame et se réveilla rose et frais. Dans chaque maison où s'étaient répandus maladie et chagrin, le sorcier fit de son mieux et peu à peu, la marmite, à côté de lui, cessa de gémir et d'avoir des hauts le cœur. Elle devint silencieuse, propre et brillante. « Alors, marmite ?» demanda le sorcier en tremblant, tandis que le soleil commençait à se lever. La marmite recracha la pantoufle qu'il avait jetée dedans et lui permit d'en chausser son pied de cuivre. Puis ils retournèrent tous deux dans la maison du sorcier, le bruit de pas de la marmite enfin assourdi. Mais à compter de ce jour, le sorcier aida les villageois comme son père l'avait fait avant lui, de peur que la marmite ne se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. Commentaire d'Albus Dumbledore sur le sorcier et la marmite sauteuse. Un vieux et un bon sorcier décide d'infliger une leçon à son fils, au cœur sec, en lui donnant une idée des misères qui subissent les moldus des environs. La conscience du jeune sorcier s'éveille et il finit par accepter de faire usage de ses pouvoirs au profit de ses voisins, dépourvus de magie. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une fable simple aux vertus réconfortantes, mais il faudrait être bien innocent, bené, pour avoir une telle opinion. Une histoire pro-mordu, montrant qu'un père aimant les mordus dispose de pouvoirs magiques supérieurs à ceux de son fils qui les déteste. On ne peut qu'être stupéfait à la pensée que les copies de la version originale de ce conte aient survécu aux flammes auxquelles elles étaient si souvent livrées. Biddle était d'une certaine manière un décalage avec son époque, lorsqu'il dispensait un message d'amour fraternel envers les mordus. Au début du XVe siècle, les persécutions contre les sorcières et les sorciers gagnaient dans toute l'Europe. Dans la communauté magique, beaucoup pensaient à juste titre que proposer de jeter un sort pour guérir le cochon malade d'un voisin moldu équivalait à se porter volontaire pour les ramasser le bois de son propre bûcher. Il est vrai bien sûr que les authentiques sorcières et sorciers étaient passablement habiles à éviter le bûcher, le billot ou la potence, voir mes commentaires sur Lisette de Lapin dans mes notes sur Babity Lapina et la souche qui gloussait. Il y eut cependant de nombreuses victimes. Sir Nicolas de Mimsy Porpington, sorcier à la cour du roi durant sa vie, puis fantôme de Gryffondor durant sa mort, fut dépossédé de sa baguette avant d'être enfermé dans un cachot et se trouva dans l'impossibilité d'utiliser ses pouvoirs magiques pour échapper à son exécution. Les familles de sorciers risquaient particulièrement de perdre leurs membres les plus jeunes, car leur incapacité à contrôler leur propre magie les rendait plus visibles et donc plus vulnérables aux chasseurs de sorcières. Laissons les mordus se débrouiller sans nous. Tel était le cri des sorciers tandis qu'ils s'éloignaient de plus en plus de leurs frères non magiques, le point culminant étant l'institution du Code international du secret magique en 1689, quand la communauté des sorciers décida volontairement de passer dans la clandestinité. Mais les enfants étant ce qu'ils sont, la grotesque marmite sauteuse s'empara de leur imagination. La solution consistait à débarrasser le comte de sa morale plombardue, tout en conservant le chaudron couvert de verrues, et ainsi, vers le milieu du XVIe siècle, une version différente fut largement répandue parmi les familles de sorciers. Dans l'histoire révisée, la marmite sauteuse protège un sorcier innocent de ses voisins, qui brandissent torches et fourches, en les chassant de sa maison, en les attrapant et en les avalant tout entiers. À la fin, lorsque la marmite engloutit la plupart de ses voisins, le sorcier obtient des quelques villageois qui restent la promesse qu'ils le laisseront pratiquer sa magie en paix. En revanche, il commande à la marmite de rendre ses victimes qui sont ainsi recrachées, quelque peu estropiées de ses profondeurs.
Aujourd'hui encore, certains enfants de sorciers n'entendent que la version révisée qui leur est racontée par leurs parents, généralement anti-mordus. Et lorsqu'il leur arrive d'avoir l'original entre les mains, sa lecture constitue pour eux une grande surprise. Cependant, comme je l'ai déjà laissé entendre, ce n'est pas seulement à cause de son sentiment pro-mordu que le sorcier et la marmite sauteuse a provoqué des réactions de colère. Alors que la chasse aux sorcières se faisait de plus en plus féroce, les familles de sorciers commencèrent à vivre une double vie, utilisant des charmes de camouflage pour se protéger. Au XVIIe, XVIIIe, non XVIIe siècle, tout sorcier ou sorcière qui choisissait de fraterniser avec les mordus devenait un suspect et même un réprouvé dans sa propre communauté. Parmi les nombreuses insultes lancées aux sorciers pro-mordus, des épithètes aussi colorées que votre embourbe ou lèche-bouse et gobe-fange datent de cette période. Il y avait celles qui supposaient des pouvoirs magiques insuffisants ou inférieurs. Des sorciers influents de l'époque, tels Brutus Malfoy, un directeur des sorciers en guerre, une gazette anti-mordue, entretenait le stéréotype selon lequel un amoureux des mordus avait à peu près autant de pouvoirs magiques qu'un craquemol. Un craquemol est une personne née de parents sorciers, mais qui n'a pas elle-même des pouvoirs magiques. De tels cas sont rares. Les sorciers et les sorcières et sorciers nés de parents moldus sont beaucoup plus fréquents. En 1675, Brutus écrivait. Voici ce qu'on peut établir avec certitude. Un sorcier qui marque de l'affection pour la société des moldus est d'une intelligence inférieure et sa magie est si insignifiante, si pitoyable, qu'il lui faut s'entourer de porchers moldus pour se sentir supérieur. Il n'est pas de signe plus sûr qu'une faible magie que la faiblesse envers une compagnie dépourvue de magie. Ce préjugé a fini par disparaître devant l'écrasante évidence que certains des sorciers les plus brillants du monde, Tels que moi-même, ont été, pour utiliser l'expression courante, des amoureux des moldus. La dernière objection, soulevée par le sorcier et la marmite sauteuse, demeure encore vivace aujourd'hui, dans certains milieux. Elle fut sans doute le mieux résumée par Béatrix Bloxham, 1794-1910, autour des contes de champignons, de sinistre réputation. Miss Bloxham pensait que les contes de Biddle le Pâle étaient préjudiciables aux enfants en raison de ce qu'elle a appelé leur obsession malsaine pour les sujets les plus affreux, tels que la mort, la maladie, les effusions de sang, la magie malfaisante, les personnages morbides, les éruptions et épanchements corporels du genre le plus répugnant. Miss Bloxham reprit diverses histoires anciennes, dont certaines de Biddle, et les réécrivit pour les conformer à ses idéaux qu'elle définissait ainsi. Emplir les esprits purs de nos petits anges de pensées saines et heureuses, épargner à leur doux sommeil tout rêve pernicieux et protéger la précieuse fleur de leur innocence. Le dernier paragraphe du sorcier et la marmite sauteuse, retravaillé selon les idées pures et précieuses de Miss Bloxham, est ainsi rédigé. Alors la petite marmite dansa avec délice, hop là, hop là, hop hop hop, sur ses minuscules orteils roses. Minnie Willini avait guéri toutes les poupées de leur gros mal de ventre, et la marmite était si heureuse qu'elle se remplit de bonbons pour Minnie Willini et ses poupées. « Mais n'oublie pas de brosser tes petites quenottes !» s'exclama la marmite. Minnie Willini embrassa la marmite qui faisait hop hop et la serra contre lui en promettant de toujours aider les petites poupées et de ne plus jamais être un vieux grognon gronchon. Le conte de Miss Bloxham a suscité la même réaction chez les générations d'enfants sorciers, des hauts le cœur incontrôlable suivi de l'exigence immédiate que ce livre leur soit retiré de la vue et réduit en bouillie.